Bonjour. Tout d'abord, bienvenue à cette formation de l'INSEE Occitanie sur l'emploi et le chômage. Je suis donc Lionel Douaneau, je suis responsable des études économiques régionales à l'INSEE Occitanie. J'articulerai cette présentation sur l'emploi et le chômage en 5 parties. Tout d'abord, une partie introductive pour présenter les principaux concepts et la multiplicité des mesures qui en résultent. Ensuite, je vous parlerai du chômage, de l'emploi. Dans une quatrième partie, on essaiera de voir ce qu'on peut faire en termes d'analyse conjointe des deux concepts, à la fois emploi et chômage. Et puis une dernière partie assez rapide pour se projeter vers l'avenir, vers ce qu'il est possible de disposer sur le futur. Donc tout d'abord, multiplicité des concepts et des mesures. Donc les concepts emploi et de chômage ne sont pas uniques selon les points de vue, ils recouvrent des réalités très différentes. Ainsi, on peut se demander quel est le secteur d'activité le plus dynamique en termes d'emploi. Autre exemple, comment l'emploi évolue dans la construction. Mais on peut aussi se demander si parmi les emplois, il y a beaucoup de CDI, par exemple. Est-ce que le travail indépendant augmente? Ou on peut même se poser un échelon plus large, plus macroéconomique, et par exemple se poser la question de savoir si, par rapport à la croissance française, est-ce que le volume de travail augmente dans la même proportion, plus ou moins que ses voisins, ses partenaires européens, etc. Ou on peut se poser même des questions qualitatives du style, parmi les personnes en emploi, combien souhaiteraient travailler plus? Donc, le fait que ces besoins d'information soient multiples sur ces sujets explique le recours à des mesures et puis à des sources d'origine diverses. À l'INSEE, donc, on utilise soit des enquêtes, soit des sources administratives, typiquement, mais on ne répond pas à toutes les questions avec une seule source. Et conséquence de ceci, c'est que qui dit sources multiples dit inévitablement divergence de mesures entre ces sources. Donc, un des objectifs de cette formation, ça sera de comprendre les raisons de ces écarts et de pouvoir les expliquer. Donc, l'emploi, pour mesurer l'emploi, on peut adopter soit une approche économique de l'emploi offert par l'appareil productif. Donc là, on est du point de vue des entreprises. On cherche à mesurer le facteur travail de la fonction de production économique classique des entreprises. Mais l'emploi, c'est aussi une approche sociale, c'est-à-dire qu'on se place du point de vue des personnes et on mesure si ces personnes sont en emploi, quel type d'emploi, etc. Donc, selon ces approches, on ne mesurera pas la même chose. Dans l'approche économique, on raisonnera plutôt en volume de travail, en volume de journées, voire même d'heures travaillées, en nombre de postes. Alors que si on est dans l'approche sociale, là, on comptera des personnes en emploi ou même qui ont plusieurs emplois, les caractéristiques de ces emplois, etc. Les types de comptabilisation sont également différents. Soit on peut se poster à une date donnée, donc là on cherchera à avoir une photo de l'emploi ou du chômage, soit on se place sur une période, et là on raisonnera en flux, en nombre d'emplois supplémentaires créés ou supprimés, le nombre de recrutements, etc. Et puis, il y a également une dimension territoriale qui peut être importante. Et on peut se positionner au niveau de la France entière, mais on peut s'intéresser également à une région, un département, voire une commune. Donc, pour le statisticien, toutes ces différences d'approche nécessitent des sources différentes qui donnent donc des mesures différentes. Si on s'intéresse au chômage, on peut se dire dans une première approche que le concept est quand même plus simple. Là, je vous ai mis la définition du chômage selon le dictionnaire de l'Académie française. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en termes de concept de chômage dont on va parler ici, c'est la deuxième définition, le fait d'être privé d'emploi, de travail, l'état qui en résulte. Donc là, sur le chômage, on peut se dire qu'on est dans une approche plus simple parce qu'il n'y a pas d'approche des entreprises du système productif. On part directement sur l'approche sociale, du point de vue des personnes. Quelles sont donc les personnes qui sont privées d'emploi, de travail? Cependant, il y a quand même une petite subtilité. La définition de l'Académie française introduit une variante à la fin de la définition numéro 2. C'est la dernière ligne. Être au chômage, c'est être inscrit comme demandeur d'emploi. Donc c'est une définition qui est un peu différente de la première, puisque là, être privé d'emploi de travail, c'est pas forcément être inscrit comme demandeur d'emploi. On y reviendra plus tard. Et sinon, en termes de mesures, en termes de comptabilisation, on a également les mêmes variantes que pour l'emploi, c'est-à-dire que soit on se place à une date donnée, donc on regarde la situation à un moment donné, soit on mesure des stocks, ou alors on mesure des flux sur une période donnée. Donc par exemple, on regarde le nombre de chômeurs au 1er janvier 2024 ou le nombre de personnes qui sont entrées dans le chômage ou qui en sont sorties, pourquoi pas,
par exemple entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année. Et puis, on a également, évidemment, la dimension territoriale qui intervient selon qu'on cherche à mesurer le chômage en France, dans une région, sur un territoire, voire sur un territoire encore plus restreint. Donc, même conclusion, c'est-à-dire qu'on aura différentes sources également sur le chômage qui permettront d'approcher le concept de chômage différemment. Dernier concept, très rapidement, c'est le concept de population active. La population active, on la définit comme la somme des personnes en emploi et des chômeurs. Donc, c'est l'ensemble des personnes qui sont sur le marché du travail. Et donc, on en déduit par rapport à la population totale, il y a une dernière population, c'est les personnes non actives ou personnes inactives. Donc, c'est les personnes qui sont trop jeunes pour travailler, les retraités, les personnes en formation, etc. Et on verra dans la suite de la présentation que ces trois catégories, personnes en emploi, chômage et puis personnes non actives, ne sont pas forcément complètement imperméables. Je vous propose de commencer par la mesure du chômage et de son indicateur phare, le taux de chômage. Donc le taux de chômage, c'est l'indicateur le plus utilisé pour suivre le chômage. Là, je vous ai mis la page d'accueil du site de l'INSEE, insee.fr, pour vous montrer l'importance qu'a cet indicateur dans l'ensemble des indicateurs de l'INSEE, puisqu'il y a 4 chiffres qui sont vraiment en tête de gondole de l'INSEE. C'est donc la population, l'inflation, la croissance, moins 0,1, et donc le chômage, 7,4%. En effet, donc, cet indicateur, qui est réalisé par l'INSEE, fait partie des indicateurs socio-économiques les plus sensibles. Pour beaucoup, c'est le taux de chômage qui permet de juger si la politique économique française, par exemple, est efficace. Et quand on clique sur le site de l'INSEE sur ce 7,4%, on aboutit à la dernière publication de l'INSEE sur le taux de chômage. Donc là, vous voyez le taux de chômage au 3e trimestre 2023, qui a été publié donc le 15 novembre dernier. J'ai mis la référence pour l'ensemble des publications ou des sites dans la bibliographie que vous trouverez à la fin de cette présentation. Alors, comment l'INSEE définit-il le chômage? Donc, l'INSEE applique la définition du Bureau international du travail, le BIT. Le BIT a proposé une définition qui permet de disposer d'une mesure stable dans le temps et également harmonisée entre les différents pays. Il y a 4 conditions qui sont nécessaires pour être chômeur. C'est avoir 15 ans de plus, donc être en âge de travailler, on va dire. Ensuite, être sans emploi au cours d'une semaine précise, qu'on appelle la semaine de référence. Troisième condition, c'est d'avoir effectué au cours d'une période donnée, donc 4 dernières semaines, une démarche active de recherche d'emploi. Et la dernière condition, c'est d'être disponible pour travailler donc dans les 2 semaines à venir. Et le BIT a également proposé une méthode, c'est-à-dire qu'il faut partir, selon le BIT, de ce que disent les personnes sur leur recherche effective d'emploi et leur disponibilité, en se référant donc à une période qui est précise. On voit donc que cette approche est totalement indépendante de l'inscription ou non à Pôle emploi, enfin France Travail depuis le 1er janvier. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de recours possible pour l'INSEE à une source administrative pour mesurer le taux de chômage, selon ce concept du BIT. On ne peut mesurer le taux de chômage que par une collecte des informations auprès des personnes elles-mêmes, qu'on appelle une enquête auprès des ménages. C'est l'enquête emploi de l'INSEE. Donc, cette enquête emploi, elle est réalisée chaque trimestre donc, par l'INSEE auprès d'un échantillon représentatif de ménages qui sont tirés aléatoirement sur l'ensemble du territoire. C'est 90 000 logements, ce qui représente environ 120 000 personnes enquêtées, qui sont interrogées chaque trimestre. Donc, ça permet de mesurer le chômage au sens donc, du Bureau international du travail. Ça permet de fournir, donc, sous l'angle des ménages. Ça a une utilisation à la fois conjoncturelle et structurelle, parce que donc, les données sont publiées tous les trimestres. On a un taux de chômage qui évolue tous les trimestres, mais également structurel, car ça permet également de calculer un taux de chômage annuel depuis une période qui est assez longue. Je crois que c'est depuis des années 80, depuis 1982. Ça donne également des informations détaillées sur les caractéristiques des ménages et des personnes. Là, j'ai mis caractéristiques des emplois occupés, mais également des personnes, en l'occurrence, qui sont au chômage. Donc, par exemple, bon, évidemment, leur âge, leur sexe, mais également leur niveau de diplôme,
leur situation de handicap ou pas. Et puis, donc, sur les emplois occupés, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, ça donne également des informations détaillées sur, par exemple, le type de contrat de travail, le temps de travail, etc. Et ça donne des informations au niveau national et également pour la région Île-de-France, pour lequel l'échantillon est suffisamment important. Car une limite importante, la principale limite de l'enquête emploi, c'est que c'est une enquête. Et donc, qui dit enquête dit échantillon et qui dit aléa statistique. Il y a forcément une imprécision qui est liée au fait que ça soit un échantillon. Par exemple, typiquement pour le taux de chômage trimestriel en France métropolitaine, l'intervalle de confiance, il est à 95%, il est de plus ou moins 0,3 points. Donc, ça interdit notamment d'avoir un détail géographique très fin. Donc, on se limite avec l'enquête emploi à une exploitation essentiellement nationale, puis sur la région Île-de-France. Quelques exemples de résultats de l'enquête emploi. Donc, le graphique de gauche, c'est pour motiver vos élèves. Ça donne le taux de chômage par niveau de diplôme donc en 2022. Donc, on voit que c'est des choses assez classiques, que plus le niveau de diplôme est important, plus le taux de chômage est faible, puisqu'il varie de 13,2% pour les personnes qui n'ont pas de diplôme ou au maximum un brevet des collèges, à 4,7%, donc 3 fois moins pour ceux qui ont un bac plus 2 ou plus. L'exemple de droite, c'est pour vous montrer que l'enquête emploi permet donc des comparaisons internationales et également dans le temps. Ça donne le taux de chômage dans l'Union européenne. Donc les barres jaunes, c'est en 2022. Donc la France, c'est la 5e barre en partant de la gauche. Donc le 5e taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne en 2022. Et puis les petits carrés, les petits losanges, c'est le taux de chômage tel qu'il était en 2008. Donc ça permet de voir si le taux de chômage a augmenté ou diminué. En l'occurrence, pour la France, il est resté quasiment stable. Mais par exemple, en Espagne, qui est la première barre à gauche, était plus faible en 2008. Ça permet de voir donc l'évolution entre 2008 et 2022. Et dernier exemple, pour montrer qu'on peut avoir des résultats aussi beaucoup plus détaillés, notamment sur les caractéristiques. Là, ça donne l'écart de taux de chômage entre les personnes qui sont immigrées du Maghreb ou descendantes d'immigrés du Maghreb par rapport aux personnes qui ne sont ni immigrées ni descendantes d'immigrés. Donc, ça donne le détail femmes, hommes, et puis complètement à droite, c'est l'ensemble de la population. Et puis, donc, d'abord les immigrés, l'écart avec les immigrés, puis l'écart avec les descendants d'immigrés. Et on voit que l'écart est toujours fortement positif. Donc, les immigrés ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que celles qui sont ni immigrées ni descendantes. Et c'est encore le cas pour les descendants d'immigrés, mais voilà. Et on explique donc l'écart. Donc, le gris, c'est le taux de chômage des personnes qui ne sont pas justement immigrées ni descendantes d'immigrés. Et puis, le rose, c'est l'écart expliqué, c'est-à-dire qu'on explique par les caractéristiques des personnes. Donc, par exemple, la différence d'âge, de niveau de diplôme, de lieu de résidence. Et lorsqu'on contrôle de ces variables-là, donc on compare les personnes à caractéristiques égales, il reste encore un écart, donc qui est en rouge foncé, entre celles qui ne sont pas immigrées et celles qui sont immigrées. Donc, avec toutes les informations de l'enquête emploi, on peut faire des études aussi fines que ça. Donc, voilà sur le taux de chômage et l'enquête emploi. Ensuite, il y a une deuxième approche du chômage. On va s'intéresser aux demandeurs d'emploi. Donc là, c'est la deuxième partie de la définition que je vous ai donnée en introduction. Donc là, on s'intéresse aux personnes qui sont inscrites au chômage. Donc c'est ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi. Donc le nom exact, c'est les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en fin de mois, ce qu'on appelle les DEFM, l'acronyme classique. Donc Pôle emploi est devenu France Travail, il va falloir actualiser un peu tout ça. Mais en tout cas, ça n'a pas changé pour le reste. Là, on est vraiment dans une logique administrative, de données administratives, c'est-à-dire que c'est les personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi qui vont être comptabilisées. Il y a 5 catégories, donc A, B, C, D, E, donc qui sont listées sur la diapo. La catégorie A, c'est la catégorie la plus proche de celle du chômage au sens du BIT. Donc, c'est les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ça ne correspond pas exactement à la définition du BIT. Un autre regroupement classique, c'est A, B et C, où on regroupe l'ensemble des personnes qui sont tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi. Un point important, c'est que justement, contrairement à la définition du BIT, les critères qui sont relatifs à l'appartenance à une catégorie sont variables dans le temps.
ça va dépendre des changements législatifs ou des règles de gestion de Pôle emploi. Donc, s'il y a un dispositif qui évolue, typiquement dans la législation, eh ben, le nombre de personnes qui seront inscrites dans chaque catégorie pourra également évoluer. Deux exemples de données qui sont produites à partir des DEFM. À gauche, vous avez l'évolution des demandeurs d'emploi A, B et C en base 100 au quatrième trimestre 2017. Donc en France, France entière hors Mayotte en bleu foncé, et puis dans la région Occitanie en vert bleu clair. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement donc, une diminution par rapport à 2017 qui est indéniable, malgré la petite augmentation aux alentours de 2020-2021, mais que sinon le taux de chômage a diminué à la fois en France et dans la région Occitanie, et que ça se stabilise et que ça repart même un tout petit peu à la hausse sur la période la plus récente. Et à droite, ça vous donne une idée des informations qui sont disponibles, le détail qui est disponible sur les demandeurs d'emploi, les deux FM. Donc, le détail entre hommes et femmes par âge. Donc là, il y a les moins de 25 ans, les 50 ans et plus. Et puis également selon la durée d'inscription à Pôle emploi. Il y a également beaucoup de données qui sont publiées donc, par Pôle emploi et puis également par le ministère du Travail, donc le service statistique du ministère du Travail qui s'appelle la DARES. Donc, on a deux indicateurs différents, hein, le taux de chômage et puis les demandeurs d'emploi. On peut se demander donc quel est le meilleur indicateur. Pour ça, on va s'intéresser à ce qui explique la différence entre les concepts. A priori, on pourrait se dire que les concepts sont assez proches. Donc, on peut le voir sur le graphique de droite, cependant que les divergences sont quand même assez significatives. Sur le graphique de droite, vous avez en jaune donc, les demandeurs d'emploi catégorie A, et en bleu, vous avez le nombre de chômeurs au sens du BIT. Donc, sur la période la plus récente, on a environ 2,3 millions de chômeurs en France et on a 2,8 millions de demandeurs d'emploi. Et ce n'est pas sur le graphique, mais si on s'intéresse aux demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, là, on est carrément à 5 millions de personnes. Alors, qu'est-ce qui explique les divergences? C'est assez bien expliqué par deux exemples sur la diapo à gauche. Donc, la personne âgée qui a un mois de la retraite et qui est inscrite à Pôle emploi, qui est indemnisée, mais qui, elle est à un mois de la retraite, donc elle ne cherche plus très activement un emploi. Donc, elle est dans les registres de Pôle emploi, donc elle sera un 2FM de catégorie A, comme on dit gentiment. Et puis, par contre, si on l'interroge dans l'enquête emploi, elle dira non, je ne cherche pas activement un emploi, donc il sera considéré comme non-chômeur. Et l'autre exemple, donc personne beaucoup plus jeune, qui a fini ses études. Donc elle cherche un travail, mais elle n'est pas inscrite à Pôle emploi parce que quand on rentre sur le marché du travail, on n'a droit à aucune indemnisation. Donc typiquement, elle ne sera pas inscrite à Pôle emploi. Et puis, par contre, si elle est interrogée à l'enquête emploi, elle déclarera oui, je cherche activement, je suis disponible, je cherche un emploi, donc elle sera considérée comme chômeur. Donc, entre les deux sources, on a d'une part donc une enquête, l'enquête emploi, avec un échantillon, qui a l'avantage d'avoir un indicateur qui est fixe, stable et harmonisé. Mais le fait que ce soit un échantillon ne permet pas d'avoir des analyses très fines sur l'ensemble du territoire ou sur des populations assez faibles. De l'autre côté, donc on a les demandes d'emploi en fin de mois. Donc là, c'est une source administrative qui a l'avantage, donc sur l'ensemble de ces inscrits, d'être exhaustive. On recense toutes les personnes. Pôle emploi, on dispose vraiment du fichier de toutes les personnes qui sont inscrites. Donc ça permet pour le coup des analyses beaucoup plus fines sur des niveaux territoriaux. Là, je vous ai donné l'exemple de l'Occitanie, mais on peut descendre beaucoup plus bas en termes d'informations géographiques. Par contre, comme c'est une source administrative, c'est affecté par la gestion justement des mesures d'inscription. Donc, suivant l'évolution des règles ou même parfois les comportements d'inscription des demandeurs d'emploi, il y aura des évolutions qui pourront être assez importantes dans les données. Et puis, Pôle emploi, enfin France Travail, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais dire Pôle emploi jusqu'à la fin, si vous permettez. Ça, c'est purement national et donc ça ne permet pas de comparaison internationale. Chaque pays a son propre système de suivi des chômeurs et qui ne sont absolument pas comparables entre pays. Donc au final, aucune des sources n'est parfaite, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour la mesure du taux de chômage, typiquement, et du chômage, la référence, c'est l'enquête emploi. C'est la source qui permet d'avoir une évolution comparable dans le temps et comparable internationalement.
Mais dans certaines situations, donc les demandeurs d'emploi ont leur utilité, en particulier lorsqu'on s'intéresse à des populations de faible taille. Ensuite, donc on a deux indicateurs, donc les demandeurs d'emploi et le taux de chômage, mais ces deux indicateurs sont quand même limités pour mesurer toutes les situations en lien avec le chômage. Donc on va s'intéresser un petit peu à ce qui tourne autour du chômage. Le premier ensemble, c'est ce qu'on appelle le halo autour du chômage. L'idée, c'est que la définition du BIT, ça définit des frontières qui sont parfois trop tranchées par rapport au lien entre chômage et inactivité. Donc, le halo du chômage, qu'est-ce que ça définit? C'est des personnes qui ne sont pas chômeurs, mais qui sont dans une situation proche avec soit un problème de disponibilité ou de recherche active. Donc, on a trois cas possibles qu'on met dans la diapo. À gauche, c'est des personnes donc, qui sont à la fois sans emploi et qui souhaiteraient travailler, mais qui ne sont pas disponibles pour travailler. Donc, typiquement, l'étudiant, il souhaiterait travailler, mais il est encore en formation. Donc, il sera considéré par l'enquête emploi comme en formation et pas comme chômeur. À droite, on a les personnes qui sont disponibles, mais qui ne cherchent pas d'emploi. Donc, les personnes qui sont découragées, typiquement. Donc, c'est des gens qui, dans l'absolu, aimeraient bien travailler, mais qui ne font pas de démarche active. Et en bas, c'est des personnes qui souhaiteraient travailler, mais qui ne sont pas disponibles et qui ne cherchent pas. Par exemple, les mères au foyer qui s'occupent d'enfants en bas âge ne sont pas disponibles car justement, elles sont prises par ces contraintes et du coup, elles ne cherchent pas, mais dans l'absolu, elles souhaiteraient travailler. Deux exemples de chiffrage du halo du chômage avec l'enquête emploi. Donc à gauche, c'est l'évolution depuis 2004 des trois composantes du halo du chômage. Avec donc, on a en 2022, pour vous donner un ordre de grandeur, 1,9 million de personnes qui sont dans le halo du chômage. La première composante, donc la plus foncée, sans emploi, qui recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles, donc c'est environ 500 000. La deuxième composante, qui est la plus importante, qui ne font pas de recherche d'emploi, donc c'est environ 700 000. Et puis la dernière composante, donc en bleu le plus clair, donc c'est sans emploi, qui ne sont pas disponibles, qui ne font pas de recherche, donc c'est 660 000 personnes environ. Et à droite, c'est l'évolution par rapport à l'ensemble de la population donc en âge de travailler, hein, de 15 à 64 ans, où on voit que le halo est nettement plus féminin que masculin et que cette différence se réduit un petit peu, mais reste quand même significative tout le long de la période. On peut voir en 2020 qu'il y a un petit pic. Donc 2020, c'est l'effet du confinement lié au Covid, qui a eu des impacts sur la recherche d'emploi et puis également sur la disponibilité des personnes pour travailler, donc qui a augmenté ponctuellement le halo autour du chômage. Notamment sur le fait que les gens n'étaient pas disponibles du fait que le confinement restreignait leur disponibilité, évidemment. Un autre indicateur pour compléter le taux de chômage et les demandeurs d'emploi, c'est les situations de sous-emploi. Donc là, on s'intéresse aux frontières entre le chômage et l'emploi. Donc globalement, le sous-emploi, c'est l'ensemble des personnes qui ont un emploi, mais qui souhaiteraient travailler plus. La principale composante, c'est le temps partiel subi. Donc on peut le voir sur le graphique. Donc également, il y a trois composantes. La première composante, donc, c'est les personnes qui sont à temps partiel, qui souhaiteraient travailler davantage et qui sont disponibles pour travailler davantage et qui recherchent un emploi pour travailler plus. La deuxième, c'est les personnes qui sont à temps partiel, qui voudraient travailler plus, mais qui ne font pas de recherche active de cet emploi. Donc, c'est la composante la plus importante. Et puis, la troisième composante, c'est les personnes qui se déclarent au chômage partiel et donc qui souhaitent travailler davantage. Mais donc, c'est le chômage technique ou le chômage intempérie, notamment dans les activités de la construction ou même des activités saisonnières. Donc, sur l'ensemble, en 2022, on a 1,3 million de personnes qui sont en sous-emploi. Et on voit également donc qu'il y a eu un pic assez important en 2020 de la composante du chômage partiel ou technique, évidemment avec le confinement et les restrictions liées à l'épidémie de Covid. Pour synthétiser, on a un ensemble d'indicateurs autour du chômage pour mesurer la diversité des situations. Donc, on a 2,3 millions de chômeurs en jaune, mais on a également 1,9
millions de personnes qui sont dans le halo autour du chômage, donc qui sont aux frontières entre chômage et inactivité. Et puis, on a 1,3 million de personnes qui sont en sous-emploi, donc aux frontières entre activité et chômage. Une approche territoriale du chômage, très rapidement. C'est une dimension quand même qui est assez importante parce qu'il y a de nombreuses politiques publiques qui ciblent des territoires précis. Ça peut être une région, mais également un département, voire une commune, voire un quartier parfois. Donc, on a un indicateur spécifique à l'INSEE qui s'appelle les taux de chômage localisés. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais l'idée principale, c'est que c'est une synthèse de l'enquête emploi et des demandeurs d'emploi pour faire des estimations sur des territoires plus fins. Donc là, je vous ai mis la carte la plus fine qui sont disponibles. Donc ça permet d'avoir des taux de chômage tous les trimestres à la région, au département, mais également à ce qu'on appelle la zone d'emploi. L'avantage, c'est que c'est cohérent, c'est construit pour être cohérent avec le chômage au sens du BIT, donc avec toutes les données de l'enquête emploi. Et donc, ça permet d'avoir des données récentes et à un niveau géographique fin. La limite, c'est que ça ne donne pas d'informations très détaillées, notamment, donc on n'a pas de détails par sexe, par âge ou sur le halo du chômage ou sur le sous-emploi. C'est vraiment un taux de chômage sur un territoire plus fin. Et une autre source qui est importante, c'est le recensement de la population pour l'approche territoriale. Donc c'est une source très importante à l'INSEE puisqu'on enquête annuellement 5 millions de logements, ce qui représente environ 9 millions de personnes. Donc ça a lieu tous les ans au mois de janvier-février. Peut-être que vous êtes recensé actuellement, ou en tout cas il est très probable qu'il y ait une partie de vos élèves qui le soient en ce moment. Par contre, donc il y a des questions, je vous ai mis là les deux principales questions qui permettent de déterminer le chômage selon le recensement. C'est rempli par les personnes qui sont recensées, donc c'est ce qu'on appelle un chômage au sens déclaratif ou spontané. Il n'y a pas forcément de consignes très précises pour déterminer la situation. Et puis, on demande si les personnes sont au chômage au 1er janvier de l'année. Donc, on l'a qu'une fois dans l'année et pas tous les trimestres. Et on l'a même moins que ça, puisque, en fait, le recensement, bon, la mécanique est un petit peu complexe, mais pour simplifier, on fait une moyenne sur 5 années des données du recensement pour avoir une estimation sur chaque territoire. Donc, en fait, c'est un chômage qui est une moyenne sur les déclarations de plusieurs années. Ce qui fait que c'est une donnée très structurelle et qui ne permet pas vraiment de donner des informations sur la situation conjoncturelle ou l'évolution économique récente d'un territoire. Mais par contre, ça permet d'avoir des données jusqu'au niveau de la commune et c'est un intérêt en termes de comparaison des territoires entre eux. Pour simplifier, on va dire que c'est une notion de taux de chômage assez relative, mais qui permet de positionner les territoires entre eux. Donc, je vous donne un exemple pour vous montrer jusqu'à quel niveau de finesse ça peut aller. Là, je vous ai donné donc le chômage sur la commune de Gragnac. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite commune qui est dans l'est de Toulouse, qui a un lycée qui a ouvert l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, enfin, de façon très récente. Et donc, le tableau de gauche vous donne le nombre de chômeurs et le taux de chômage, donc en 2020, qui est la dernière année disponible, je crois, et puis également donc en 2014, 6 années auparavant, et en 2009. Et donc, on voit que le taux de chômage à Gragnac était de 5,9%. Ça vous le donne également par grande tranche d'âge. Et puis, à droite, ça donne l'ensemble de la population de 15 à 64 ans de Gragnac, donc 1418 personnes en 2020. Et puis, ça répartit la population active, donc 82,6%, entre les actifs et puis les chômeurs, donc 4,9% en 2020. Et puis, donc là, ce n'est pas vraiment un taux de chômage parce que c'est le pourcentage des chômeurs sur l'ensemble de la population. Le 5,9, on le retrouverait en 4,9 par rapport aux 82,6%. Et puis, également les inactifs. Donc, on a la structure de la population en âge de travailler de la commune entre l'ensemble des catégories actives et inactives. Voilà sur le chômage. Sur l'emploi maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on peut avoir plusieurs approches différentes. Donc, la première approche, c'est ce qu'on peut appeler l'emploi social, c'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre de personnes qui sont en emploi. Donc là, on utilise l'enquête emploi également, comme pour le chômage. Donc, le concept essentiel, c'est qu'on est également sur des définitions internationales, celle du Bureau international du travail, et donc on a une cohérence dans le temps et puis internationalement.
Donc la grande force de l'enquête emploi, c'est qu'elle est très détaillée sur les caractéristiques à la fois des personnes, donc l'âge, le sexe, le niveau de diplôme, etc., mais également sur la description des différents emplois, du ou des emplois de chaque personne, avec le type de contrat de travail, le temps de travail, la catégorie socio-professionnelle, etc. Et donc là, sur le graphique, c'est la composition de l'emploi en France entre, donc en bleu, vous avez les CDD et l'intérim. En rouge, vous avez les indépendants. En vert, vous avez les CDI, les emplois à durée indéterminée, et puis les fonctionnaires également. Et puis en gris, c'est les personnes qui sont en alternance et en stage. Donc, le principal inconvénient de l'enquête emploi, bah, c'est toujours l'imprécision due au fait que ce soit une enquête par échantillon. Donc, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Je crois que sur le taux d'emploi trimestriel, donc de chaque trimestre, c'est de plus ou moins 0,4 points sur la France métropolitaine. Quelques exemples rapidement aussi de ce qu'on peut obtenir avec l'enquête emploi sur les conditions de travail. Donc là, c'est une étude de 2022 que je vous ai également référencée dans la bibliographie, qui permet de détailler à gauche, c'est sur les situations spécifiques des encadrants par rapport aux autres salariés, où on voit que quand on est encadrant, donc c'est le bâton en rouge, on a également plus souvent une charge horaire importante et puis des horaires plus flexibles. Donc on travaille plus souvent le soir, la nuit non, mais on travaille également plus souvent le samedi, le dimanche. On a un travail à domicile également plus important. Et puis également, on télétravaille de façon nettement plus importante que les salariés qui n'encadrent pas. Sur le télétravail, il y a quelques résultats à droite de la diapo. Donc, où on voit que donc en 2022, selon l'enquête emploi, il y a 19,4% des salariés qui déclarent avoir télétravaillé. Et puis que cette proportion est beaucoup plus importante parmi les cadres. 52% des cadres ont télétravaillé. Mais la proportion est également un petit peu plus importante pour les 25-49 ans, donc 22%. Et puis pour les femmes également un tout petit peu plus importante, c'est 20%. Comparé aux 19% de l'ensemble des salariés. Et le camembert d'en bas, c'est pour montrer que la satisfaction du télétravail est assez massive, puisque 78% des salariés qui télétravaillent sont satisfaits de leur nombre de jours hebdomadaires de télétravail, et puis que même 18% souhaitent y recourir davantage. Je ne développe pas plus sur les données d'emploi de l'enquête emploi. L'autre approche, c'est l'approche économique, l'approche du système productif. Et donc là, on va s'intéresser aux entreprises et donc des emplois qu'elles mobilisent, qu'elles utilisent pour produire. Donc, selon cette approche, la source principale de l'INSEE, c'est ce qu'on appelle les estimations d'emploi. C'est la synthèse de plusieurs sources d'origine administrative, donc là on est bien du côté administratif, qui s'appuient sur les déclarations sociales des employeurs qui sont en France et également des travailleurs indépendants. Donc, les principaux organismes de sécurité sociale, c'est l'URSSAF et la MSA, mais il y en a d'autres également. Donc, on a avec cette approche toutes les personnes qui sont déclarées, donc qui travaillent en France. On les a de façon individuelle, donc on a vraiment un répertoire avec l'ensemble de ces personnes. Et donc, on a également toutes les personnes, qu'elles soient salariées ou indépendantes ou non salariées. Donc, sur les sources utilisées, je n'y reviens pas. Et avec ça, on a des estimations d'emplois chaque trimestre et on mesure le nombre d'emplois au cours de la dernière semaine de chaque trimestre et puis également en fin d'année, évidemment, donc la dernière semaine de l'année. Lorsque les personnes ont plusieurs contrats de travail, il y a tout un travail statistique qui est fait et puis ce qu'on fait, c'est qu'on comptabilise la personne une seule fois, c'est-à-dire qu'on la comptabilise concrètement sur son emploi principal. Donc, le gros avantage de cette source, c'est qu'on est exhaustif. Donc, modulo, évidemment, la fraude sociale, les travailleurs au noir, mais sinon, on a vraiment toutes les personnes qui ont un emploi. L'autre avantage, là, c'est plutôt de notre côté, mais enfin, du côté de la statistique, c'est que toutes ces données sont déjà produites et disponibles. Enfin, l'INSEE collecte les fichiers. Donc, il n'y a pas de charge supplémentaire pour les entreprises si on devait interroger chaque entreprise pour connaître son nombre d'emplois. Donc, ça fait un allègement de la charge statistique qui est assez important. Les limites, c'est les limites de chaque source, c'est-à-dire que si une entreprise n'a pas de déclaration sociale à faire pour une raison ou pour une autre, donc l'information, elle ne sera pas disponible dans le fichier.
Donc le champ limité pour chaque source administrative, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a également le fait que il y a certaines activités dépendent de chaque régime. Donc évidemment, quand c'est hors ce champ-là, on n'a pas l'information. Et puis les informations limitées, oui, c'est que on ne dispose pour une utilisation statistique que des informations que l'organisme a collectées. Donc s'il y a une information qui nous intéresse, qui intéresserait le statisticien, mais qui n'a pas été introduite dans le formulaire, il faut s'en passer. Et puis, dernière limite, peut-être la plus importante, c'est qu'elles sont dépendantes des règles de gestion et législatives. C'est-à-dire que si la législation évolue, ça se répercutera de façon automatique et on ne pourra pas faire autrement. Les règles de gestion, c'est qu'il peut également y avoir pour chaque source des contrôles, par exemple, de qualité des données qui peuvent être variables dans le temps ou en fonction des moyens dont dispose l'organisme. Et donc, il y a parfois des informations qui sont de moins bonne qualité. Exemple de résultat, donc c'est l'évolution de l'emploi total en France depuis 1990. L'évolution, c'est la courbe, et puis en bleu, vous avez l'emploi salarié privé, en vert, l'emploi public, salarié public, et puis en jaune, l'emploi non salarié, donc l'emploi des indépendants. L'intérêt de cette source, c'est qu'on a quand même, là vous voyez depuis 1990, des choses qui sont disponibles sur une durée longue. Et puis, on l'a également par secteur d'activité et par territoire. Donc, on a la région, le département et la zone d'emploi qui sont disponibles. Et que justement, le fait que ça soit exhaustif, ça permet de descendre à un niveau géographique ou à un niveau sectoriel qui soit détaillé. Les limites, au-delà des limites en termes de sources que je vous disais, c'est qu'on a assez peu de détails sur les caractéristiques des individus. On a essentiellement leur sexe et leur âge. Et on a très peu de détails sur les caractéristiques des emplois. Donc, deux autres exemples. Donc là, L'évolution de l'emploi salarié en 2022 par département. et puis à droite, vous avez l'évolution dans la région Occitanie par grand secteur d'activité. Donc la construction en rouge, l'industrie en vert, le tertiaire marchand en gris et le tertiaire non marchand en bleu foncé. Mais sachant qu'il y a également un détail par secteur d'activité plus fin éventuellement. Troisième source, c'est l'emploi selon le recensement. Donc là, je vais également aller assez vite parce que je vous ai déjà présenté la source. Ça donne également, je ne vous ai pas repris les informations qui sont disponibles dans le questionnaire, mais bon, il y a des choses assez détaillées sur les caractéristiques des emplois, des conditions d'emploi et du niveau de formation. Modulo, qu'on est toujours également sur la situation au 1er janvier de l'année, et puis on est sur une moyenne sur plusieurs années. Donc, on est quand même sur des choses qui ne sont pas très, très intéressantes pour une analyse conjoncturelle. On est vraiment sur du structurel. Autre information intéressante, c'est qu'on a également des informations à la fois sur le lieu de résidence et puis sur le lieu de travail. Donc, ça permet d'analyser les déplacements domicile-travail, typiquement. Et puis, on a l'ensemble de la population couverte, puisque donc le recensement enquête l'ensemble des logements en France. Et donc, ça permet d'avoir des informations sur des populations qui peuvent ne pas être couvertes classiquement. Par exemple, des personnes très âgées qui sont assez mal couvertes par l'enquête emploi, ou des personnes qui vivent dans des communautés, enfin qui ne vivent pas en logement ordinaire, également, on a des informations. Donc, ça permet quand même d'avoir des données de cadrage qui sont très intéressantes. Un exemple d'étude qui peut être intéressante, c'est là, il y a eu une analyse sur les personnes qui sont retraitées mais qui continuent à travailler. Donc, c'était fait sur la région Occitanie et elle décrit, elle quantifie également le nombre de personnes. C'est une étude qui date de 2019, qui n'est pas toute récente. Elle quantifie, vous voyez, le nombre de personnes âgées dans la région qui sont concernées, l'évolution sur 5 ans. Et peut-être le plus intéressant, c'est qu'elle permet de construire des profils et de voir un petit peu quels sont les types de personnes qui continuent à travailler en étant retraitées. Donc, il y a la population majoritaire, c'est plutôt des gens qui sont salariés mais pas cadres, donc qui cherchent souvent un complément de revenu. Mais également, on a des indépendants, notamment des chefs d'entreprise qui continuent à travailler assez longtemps, même en étant à la retraite. Et puis, dernière catégorie, c'est les cadres et les professions libérales qui continuent à travailler sur leur domaine de compétences en général, souvent plus par souhait, on va dire, que pour des motivations financières. Dernière approche de l'emploi, c'est ce que j'ai appelé approche macroéconomique de l'emploi. On utilise les comptes nationaux qui sont produits par l'INSEE. Donc, c'est une synthèse de différentes sources. Son indicateur central, c'est le PIB. Ça permet de mesurer la croissance.
Mais donc, dans les comptes nationaux, il y a également une estimation de l'emploi. Et l'emploi, il est mesuré en personnes physiques, ce qu'on appelle l'emploi par tête, mais également en équivalent temps plein, en ETP, et ça va même jusqu'au nombre d'heures travaillées. Et donc, ça donne, donc, au niveau France, puisque les comptes nationaux, c'est uniquement sur la France entière, mais par branche d'activité et secteur également, ça permet d'avoir des informations donc, sur le nombre d'heures travaillées et d'en déduire, puisqu'il y a également les rémunérations dans les comptes nationaux, le salaire moyen par tête et également la productivité horaire de chaque branche et de chaque secteur. Donc, ce qui en fait, de fait, la source de référence en termes d'emploi pour toutes les analyses macroéconomiques. Un bon exemple que je l'ai repris de, je ne sais plus de quand ça date, une étude conjoncturelle de l'INSEE, c'est l'analyse de la productivité en France comparée à ses principaux voisins. Donc la courbe en bleu, c'est la productivité de la France, en rouge l'Allemagne, en vert l'Italie et en jaune l'Espagne. Et donc à gauche, c'est la productivité par personne, par tête, et puis à droite, la productivité horaire même. Et donc vous pouvez voir que sur la période récente, la productivité en France a diminué et elle continue même à diminuer encore un petit peu. Alors que dans les principaux pays européens, typiquement l'Allemagne, la productivité a fortement baissé en 2020 avec la crise sanitaire, mais depuis, elle s'est redressée et elle est même plutôt en augmentation. Donc, c'est de là que viennent tous les débats sur justement le retard de productivité de la France par rapport à ses partenaires, mais ça permet d'éclairer les choses de façon objective. Dernier point que je ne fais que survoler, c'est la question des rémunérations. Donc, c'est vraiment un sujet à part. Donc, j'ai fait l'impasse pour cette présentation qui était limitée à 1 heure. Et il y a également beaucoup de sources à l'INSEE. Et puis, c'est en lien avec l'emploi, mais pas seulement. Ça déborde aussi assez largement pour les revenus non salariaux et les revenus de patrimoine, etc., les prestations sociales, etc. Sur le site de l'INSEE, elle doit être dans la bibliographie également. Il y a un outil de data visualisation qui peut être une bonne approche pour explorer les données sur les rémunérations, qui permet notamment de positionner un salaire dans la distribution de l'ensemble des salariés, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, une analyse conjointe. Donc, une fois qu'on a des données sur l'emploi et sur le chômage, un des intérêts majeurs, c'est quand même de réaliser des analyses de l'ensemble des indicateurs pour avoir, on va dire, une compréhension globale du marché du travail. Je vous donne juste quelques exemples. Là, c'est un exemple d'étude qui a été réalisée sur la région Occitanie, toujours, hein, donc en 2019. Sur le graphique, en abscisse, vous avez l'évolution de l'emploi. Et puis, sur l'ordonnée, vous avez l'évolution du taux de chômage. Et ce qu'on voit, donc là, c'est toutes les régions de France, ce qu'on voit, c'est que l'Occitanie, elle est en haut à droite, elle se démarque assez nettement. C'est la région pour laquelle l'emploi augmente le plus. Enfin, là, c'était avant la crise sanitaire, et qui a également un taux de chômage qui augmente le plus. Donc, il y a une spécificité de la région. Donc, il y a un marché de l'emploi dynamique, mais également un taux de chômage qui reste également très élevé. Donc, sur cette diapo, donc, cette étude montre l'évolution de la population active. Donc, à droite, sur le graphique de droite, vous voyez donc l'Occitanie, c'est la première barre en haut, et puis ensuite toutes les régions de France, qui regardent parmi l'évolution de la population active. Donc, population active, c'est les personnes en emploi et les chômeurs. À quoi est due cette augmentation? Donc, en bleu, la barre la plus importante, c'est l'effet des migrations résidentielles. Donc, on voit que l'Occitanie est une région très attractive et donc il y a beaucoup de personnes en âge de travailler qui sont venues augmenter la population active. Donc, c'est le cas d'autres régions, comme on peut le voir en dessous, comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a également des régions qui perdent des personnes de la population active par le jeu des migrations. Typiquement, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et même le Grand Est qui perdent des gens qui partent de la région pour travailler ou chercher de l'emploi ailleurs. L'autre effet, c'est l'effet taux d'activité. Donc là, c'est le fait qu'il y ait plus de personnes potentiellement actives qui rentrent sur le marché du travail. Donc c'est notamment la féminisation, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent ou qui cherchent à travailler. Donc il est également important en Occitanie. On peut voir qu'il est également aussi important en PACA et en Hauts-de-France, mais il y a des régions où il est beaucoup moins important. Il est même parfois négatif, comme dans le centre Val-de-Loire ou Bourgogne-Franche-Comté. Et puis le dernier effet qui joue également, c'est l'effet démographique.
Donc, c'est l'évolution de la population en âge de travailler. C'est le fait que la population de la région, elle augmente du fait des bébés, qui est moins de décès, etc. Enfin, les bébés qui viennent, la population qui devient en âge de travailler, donc un peu plus tard. Et donc, il y a également un effet d'accroissement de la population en tant que telle, qui est pour le coup un peu moins important que dans d'autres régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes ou l'Île-de-France, où là, il y a une très forte croissance de la population active du fait de cet effet démographique. Et dernier exemple, on regarde au sein de la région cette évolution de l'emploi et du taux de chômage pour essayer de produire des profils de territoire suivant justement les caractéristiques de leur marché du travail. Donc, je vous renvoie à la publication pour avoir les résultats plus détaillés. Ce qu'on voit grosso modo très rapidement, c'est qu'on a différents profils. Le premier profil, c'est des zones comme Toulouse et Montpellier, on les voit assez bien sur le graphique là, qui sont en orange. C'est les grosses zones, enfin, où il y a beaucoup d'emplois, qui sont dynamiques d'un point de vue économique et démographique, mais que ce dynamisme est source d'un chômage frictionnel. C'est-à-dire que le temps que les gens rentrent sur le marché du travail, du fait des volumes, ça crée un chômage. Et puis les autres zones, c'est d'autres types de chômage. Il y a ce qu'on appelle le chômage d'inadéquation, c'est entre les compétences attendues par les employeurs et puis celles des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est typiquement Montauban, Perpignan, Nîmes. On a un chômage plutôt du fait des caractéristiques des emplois offerts, donc quand c'est des emplois très saisonniers ou à courte durée, hein, donc typiquement sur le littoral, à Narbonne, Agde, Céret, etc. Et puis, on a également des territoires qui sont un petit peu à côté, qui ont un emploi peu dynamique et un chômage modéré. Donc là, c'est les régions rurales, Auch, la Lozère, et puis également Rodez qui sont dans cette situation-là. Et pour terminer, très rapidement, sur l'avenir, dernière source de l'INSEE, c'est les projections de population active. L'INSEE produit des projections de population totale à un horizon de 50 ans. Et à partir de cette population totale, elle réalise également des projections de population active. Ça va jusqu'en 2070. Attention, donc c'est uniquement des projections de population active, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de projections d'emploi et on ne fait pas des projections de chômeurs. C'est difficile d'avoir des prévisions à 50 ans sur ces sujets-là. C'est un peu volatile, mais l'idée c'est bien de donner des estimations de population active. Alors, c'est des projections, ce n'est pas des prévisions. C'est un petit peu de sémantique, c'est-à-dire que l'INSEE mesure ce que serait la population sous certaines hypothèses. Vous verrez si vous allez voir la publication. On explique clairement quelles sont les hypothèses sous-jacentes, par exemple les taux d'activité par âge qu'on choisit. Et puis ensuite, on regarde ce que ça donne. Et on fait également plusieurs scénarios. Donc là, je vous ai mis le scénario central, mais on peut voir des projections selon différentes hypothèses. Et là, le point qui peut être aussi un petit peu intéressant, c'est-à-dire que ça avait été fait en 2022, donc c'est la projection en orange, où on voit que la population active, elle augmente à peu près jusqu'à 2035-2040 au maximum, et puis ensuite elle décroît tout doucement. Et puis la réforme des retraites étant passée par là, il y a eu également ce qu'on appelle donc la variante 2023, où on prend en compte les principales mesures de la réforme des retraites 2023 pour voir quel serait l'impact. On peut le voir du coup, la différence, c'est qu'il y a une augmentation de la population active d'environ 600 000 assez rapidement, et puis ensuite que cet écart ne bouge plus. Donc on a également une augmentation de la population active jusqu'à 2036, je crois, et puis ensuite une diminution régulière. Voilà, merci à tous.